Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, reconnaître le viol comme une arme de guerre, c'était l'objectif d'une résolution présentée à l'ONU cette semaine. Elle n'a pourtant pas fait l'unanimité. Il a fallu retirer quelques mots du texte pour qu'il soit adopté. Élever un garçon féministe, pas facile dans une société sexiste. La journaliste Aurélia Blanc s'est penchée sur la question. Elle en a tiré un livre dont elle nous parle sur ce plateau. Et puis, les diktats de la beauté pèsent plus ou moins lourdement sur les femmes à travers la planète. En Corée du Sud, certaines ont décidé de donner un grand coup de pied dans la fourmilière et dans leurs habitudes. L'ONU a voté mercredi un projet de résolution pour combattre le viol comme arme de guerre. A priori, le texte ne pouvait que faire l'unanimité. C'est pourtant une version édulcorée qui a finalement été adoptée à cause principalement des États-Unis. Elle est le visage de la communauté yézidi en exil. Nadia Mourad a passé 11 mois aux mains de l'organisation État islamique. Comme des milliers de femmes yézidis, elle a été réduite à l'esclavage sexuel par l'organisation terroriste. Pour elle, parler est un devoir. Nous avions espéré que raconter nos histoires permettrait de traduire en justice les membres de l'organisation État islamique. Mais aujourd'hui, des milliers d'entre eux jouissent de leur liberté et des milliers d'autres sont en prison, sans procès. Le 23 avril, une résolution pour combattre les violences sexuelles a été adoptée par le Conseil de sécurité. Problème, les États-Unis ont fait retirer du texte l'un de ses passages clés, celui qui assure aux victimes leur droit à l'avortement. Une fin de non-recevoir pour Washington, qui a menacé d'opposer son veto si la résolution n'était pas modifiée. Avec 13 voix et 2 abstentions de la part de la Chine et la Russie, le texte est finalement adopté, dépouillé de sa référence aux droits reproductifs. Un coup de massue pour la jeune femme et son avocate Amal Clooney. C'est votre procès Nuremberg à vous, votre chance d'être du bon côté de l'histoire. Ce moment, vous le devez à Nadia et aux milliers de femmes et de filles qui regardent les membres de l'État islamique se raser la barbe et retrouver une vie normale pendant qu'elles, les victimes, ne le pourront jamais. Nous sommes consternés. Pour l'ambassadeur de France à l'ONU, le texte porte atteinte à la dignité des femmes. Il est intolérable et incompréhensible que le Conseil de sécurité soit incapable de reconnaître que les femmes et les filles qui ont subi des violences sexuelles en temps de conflit et qui n'ont évidemment pas choisi d'être enceintes ont le droit d'avoir le choix d'interrompre leur grossesse. Mesdames et messieurs, pour le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, la question des grossesses forcées est elle aussi une arme de guerre. Mais pour que le droit à l'avortement soit défendu par la communauté internationale, il faudra sans doute rédiger une nouvelle résolution. Aurélia Blanc, bonjour. Vous êtes journaliste à Cosette, auteur du livre « Tu seras un homme féministe, mon fils » aux éditions Marabout. Vous avez eu envie de l'écrire quand vous avez appris que vous étiez enceinte d'un garçon et que vous avez cherché comment ne pas lui transmettre toutes sortes de travers sexistes qui existent dans notre société. Et vous avez alors découvert qu'il n'y avait pas de livre pour une éducation non sexiste qui s'adresse aux garçons. C'est plutôt pour la majorité, l'immense majorité, pour les parents de filles. Alors comme on n'est jamais si bien servi que pas soi-même, vous êtes vous-même emparé du sujet. Et vous parlez dans ce livre notamment du déterminisme social et sexuel sur les enfants et vous dites que ça commence dès la grossesse. Oui, on s'en rend compte quand on a affaire aux praticiens de santé, mais en travaillant sur le sujet, j'ai découvert un certain nombre d'études en psychologie sociale notamment qui montrent qu'on a déjà des attentes très fortes et très différenciées selon qu'on attend une petite fille ou un petit garçon. Donc ça va passer par un certain nombre de stéréotypes, par la décoration et dès les premières heures de vie, par des interactions, une façon d'agir différente avec nos enfants selon que ce soit des filles ou des garçons. Il y a des interprétations qu'on fait sur les enfants dès la petite enfance. Vous racontez notamment cette expérience où on met des habits de petits garçons et une petite fille et inversement. Et on voit comment les professionnels de l'éducation de la petite enfance se comportent vis-à-vis d'eux.
Oui, ça c'est une expérience qui a été réalisée par la BBC il y a à peu près 2 ans, auprès de gens qui justement sont assez attachés à l'égalité, sont persuadés de ne pas avoir de réflexes et de conditionnement sexiste. Or, le résultat de l'expérience, c'est qu'effectivement, on a tendance, malgré soi, à proposer certaines activités, à valoriser certaines choses d'un côté pour les petits garçons, de l'autre pour les petites filles, qui sont assez différentes. Et quand on intervertit les habits, voilà, le résultat est assez parlant sur les déterminismes qui sont toujours très présents. Concrètement, ça revient à leur présenter des jouets qu'on associe à un sexe plutôt qu'à un autre. Alors ça peut être présenter des jouets, donc tout ce qui relève du soin aux autres, les poupées, etc. pour les petites filles, les véhicules, les jeux qui nécessitent de la force, de prendre de l'espace pour les petits garçons, mais c'est aussi dans la façon dont on va leur parler. On va beaucoup plus inviter les petites filles à exprimer leurs émotions, par exemple, à commenter ce qu'elles peuvent ressentir, là où au contraire on va beaucoup moins le faire avec des petits garçons, et même on va avoir tendance à leur interdire ou à les inviter à refouler leurs émotions, à ne pas pleurer. Voilà, ça c'est le genre de différence assez marquée et très présente. Alors justement sur les émotions, ça occupe une grande partie de votre livre, et vous dites la virilité et la masculinité, c'est un privilège pour les hommes dans notre société, parce que la société tourne autour d'eux, grosso modo, pour résumer, hein. Mais c'est aussi un piège, parce que ça les oblige à une certaine attitude, ça les oblige effectivement à refouler leurs émotions, et ça pèse sur eux. Oui, historiquement, l'éducation virile, c'est une éducation qui vise à endurcir les garçons, donc à les couper d'une partie aussi de leurs émotions et à être dans la surenchère aussi vis-à-vis du groupe des hommes, montrer qu'on n'a pas peur, que nous, voilà, on est un dur, etc. Et ça a un certain nombre de conséquences, aujourd'hui encore, sur les hommes adultes qui sont les principaux auteurs et victimes, par exemple, d'accidents de la route, qui sont très majoritairement les personnes qui meurent d'overdose, qui se suicident, qui vont en prison, qui sont condamnés pour des faits de violence. Donc on voit bien que ça a des conséquences pour eux-mêmes et aussi pour le reste de la société aussi. Vous dites même dans votre livre, à un moment, dans l'imaginaire viril, mieux vaut être un homme mort qu'un homme faible. Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la littérature et jusqu'à la Première Guerre mondiale, quasiment, mieux valait avoir un fils mort, par exemple, si on se place du point de vue d'une mère, voilà, qu'un fils qui ne soit pas viril. Vous parlez aussi des stéréotypes qui sont infondés scientifiquement. Vous mentionnez les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, et vous dites ce sont finalement des propos qui agissent comme des prophéties autoréalisatrices. Oui, c'est toute la problématique du stéréotype et des idées reçues qu'on a, mais à force de répéter, par exemple, que les filles sont nulles en maths, on sait, ça s'appelle la menace du stéréotype, on sait que ça a des conséquences au moment, par exemple, de passer des examens, etc. Et ça va, le stéréotype finit par être ancré et par parfois se révéler vrai. Oui, donc ça a des conséquences assez importantes. Alors pour finir, comme c'est quand même un livre sur l'éducation des hommes par une féministe, ou en tout cas pour faire des hommes qui ne soient pas sexistes, est-ce que vous avez trouvé la solution pour élever votre petit garçon? Non, j'ai pas trouvé la solution ni la recette miracle. J'ai plutôt trouvé un certain nombre de pistes, de choses qu'on peut faire, effectivement, en proposant des activités, en ayant des points de vigilance. Mais c'est vrai que c'est un travail de tous les instants, et c'est surtout une éducation féministe, c'est se poser beaucoup de questions et interroger les idées reçues. Eh bien, merci beaucoup Aurélia Blanc. Je vous rappelle que vous êtes donc l'auteur de « Tu seras un homme féministe, mon fils » aux éditions Marabout. Merci pour votre temps. Quand on dit corset, on pense 19e siècle, bienséance, femme de bonne famille. En Corée du Sud, le mot sert à décrire les attentes de la société sur l'apparence des femmes. Certaines en ont eu assez et elles ont lancé le mouvement Escape the Corset. Des Coréennes, jusqu'ici très soucieuses de leur apparence, ont choisi de se libérer du maquillage. Nina Masson, Yenali. Plus qu'une simple tendance, c'est un cri de ralliement. Celui des femmes coréennes contre des normes de beauté irréalistes. Maquillage, coiffure, lingerie gainante. Un jour, cette blogueuse a dit stop. Face caméra, elle partage aujourd'hui son nouveau mode de vie. Au lieu de passer mon temps sur mon style vestimentaire, je réfléchis au déroulé de ma journée. Je passe plus de temps à penser aux choses vraiment bénéfiques pour moi. Mais renverser la tendance n'est pas une mince affaire en Corée, où la culture de l'apparence domine chaque aspect de la vie d'une femme, de sa vie amoureuse à la recherche d'un emploi. Une pression sociale qui fait prospérer de nombreuses industries.
Le pays est champion du monde de la chirurgie esthétique. Un tiers des femmes âgées entre 19 et 29 ans y ont eu recours. Même engouement du côté de l'industrie cosmétique. L'an dernier, la marque K-Beauty a réalisé un chiffre d'affaires estimé à 13 milliards de dollars. Pas étonnant, dans le pays qui a inventé le layering, la routine de soins multicouches. Chaque soir, elles sont des milliers à appliquer pas moins de 10 produits sur leur peau. Pour cette ancienne blogueuse spécialisée dans le maquillage, la limite est franchie. Quand je me suis réellement demandé si je le faisais pour ma propre satisfaction, j'ai réalisé que la réponse était non. Et le ras-le-bol ne se limite pas aux cosmétiques. Dans le viseur également, l'obsession de la minceur ou encore celle de l'éternelle jeunesse. Ce réveil des consciences féministes représente encore une minorité en Corée. Mais pas de quoi intimider le magazine Cosmopolitan, qui a choisi en décembre dernier de mettre en une cette comédienne de 50 ans. Le magazine l'a désignée femme de l'année pour 2018. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver et réagir sur les réseaux sociaux. À très bientôt sur France 24.